D'abord, je voulais remercier les organisateurs de leur invitation pour vous parler du sommeil. Je me présente donc, en fait, je suis effectivement médecin responsable de l'unité du sommeil au Midi-Pôle-Garonne, mais j'ai aussi une autre activité, c'est que je suis praticien attaché auprès de l'unité du sommeil de l'hôpital Purpan à l'heure actuelle, puisqu'on a été transféré de Rangueil à Purpan. C'est l'une des plus anciennes unités du sommeil de France, puisqu'elle a plus de 26 ans aujourd'hui. Et son responsable, Michel Thiberge, il est l'un des initiateurs du sommeil, c'est lui qui l'a développé et qui, on peut dire qu'il est reconnu comme une référence aujourd'hui au niveau national sur ce plan. C'est d'ailleurs pour ça que justement on avait été invité par le médecin de l'équipe de France de hand à l'époque pour nous occuper de l'équipe à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin, puisqu'il y avait des histoires de décalage horaire, enfin bon, bref. Le sujet que je vais vous traiter, c'est la physiologie générale. Alors je vais essayer d'être clair, parce que le sommeil, c'est un tiers de notre vie, vous le savez. Et c'est vrai que toute répercussion sur ce sommeil, il y a forcément des répercussions sur les deux autres tiers qui sont en journée. Voilà. Vous l'avez très bien dit, on a perdu 1 heure de sommeil en 50 ans. C'est énorme, ça représente 1 nuit de sommeil par semaine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va le voir un petit peu plus loin. Toute dette de sommeil entraîne des conséquences qui sont particulièrement nocives sur la vigilance, y compris sur la santé. L'heure qu'on a perdue, en fait, il y a eu une excellente corrélation dans une étude d'un médecin qui s'appelle Wirt Justice, qui est belge, mais qui travaille à Columbia, qui a bien montré la corrélation entre diminution du temps total de sommeil dans la population des pays, on va dire, développés, et l'augmentation de la prise de poids. Les deux courbes sont parfaitement corrélées. En fait, c'est un peu normal, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, je vais vous faire un topo général sur le sommeil. J'irai assez vite sur certaines diapos parce que, bon, on n'aura pas assez de temps, mais on pourra y revenir à l'occasion de questions-réponses. D'accord ? Évidemment, si je ne suis pas très clair, n'hésitez pas à m'arrêter. Alors, le sommeil normal. Alors, vous savez, nous, les médecins, on aime bien mettre les gens dans des cases. Voilà. Donc, en fait, on a divisé la population en différentes populations. Les courts dormeurs, les longs dormeurs, les individus du matin, ceux du soir. Bon. Court dormeur, alors, la durée de la nuit minimum. On considère globalement que c'est 5 heures, à peu près. Et vous voyez là, je vous ai mis quand même quelque chose d'important, c'est une mauvaise nuit de sommeil, c'est-à-dire inférieure de 4 heures à peu près, c'est égal en temps réflexe, et aussi en temps cognitif, on va dire, à 0,5 g d'alcoolémie. Si on est à 3 heures, et en dessous, c'est carrément 0,8 g. Alors c'est un intérêt quand même pour les ados, parce qu'on vous parle des capitaines de soirée. Alors il y en a un qui ne boit pas, et puis il ramène les autres. Sauf que s'il ne dort pas, il est aussi dangereux que les autres. Après, si vous lui proposez d'aller en boîte, de rester dormir dans le lit, dans la voiture, pendant que les autres s'amusent, je ne suis pas certain que vous en trouverez beaucoup des capitaines de soirée. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même des notions intéressantes. En accidentologie, la dette de sommeil, donc la baisse de vigilance, c'est le premier facteur d'accident sur la route. Ce n'est pas la vitesse. La vitesse est un facteur aggravant de l'accident. Mais le facteur accidentogène, c'est la dette et surtout donc la baisse de vigilance entraînée par la dette. C'est la même chose pour les accidents du travail. C'est le premier facteur retrouvé aujourd'hui. Individus du matin, ce sont ceux qui sont d'attaque le matin. Par contre, le soir, ils ont tendance à se coucher plus tôt. Ceux du soir, c'est l'inverse. Ils traînent plutôt le matin et se couchent tard. Ça a un intérêt sur les rythmes de travail aussi en horaire décalé. On est en France, ce sont les pays du Nord surtout qui se sont intéressés à ça. Parce qu'avant d'engager quelqu'un sur des horaires travail posté, etc., ils regardent la typologie du postulant pour voir si ce sera générateur de stress physiologique, etc., etc. Parce qu'évidemment, générateur d'accident du travail et d'arrêt de travail. Voilà. Donc eux pensent en termes de rentabilité, nous un petit peu moins. Donc le sommeil de l'adulte. Globalement, on a 4 à 5 cycles. Des cycles qui regroupent chacun des stades du sommeil. Alors, il y a le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Alors, globalement, le sommeil lent léger est un sommeil de remplissage. Okay. Ceux qui sont vraiment importants, c'est le sommeil lent profond, qui assure la récupération, on va dire, caricaturalement, c'est la récupération physique. Et le sommeil paradoxal, qui est plutôt la récupération psychique. Les proportions, c'est globalement sur toute la nuit,
25% pour le sommeil paradoxal, 25% pour le sommeil lent profond, 50% pour le sommeil lent léger. Alors vous avez là en fait ce qu'on appelle un hypnogramme. C'est un type de schéma que l'on obtient après avoir étudié le sommeil et enregistrement du sommeil complet en unité de sommeil. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes sur lesquelles j'insisterai. C'est l'horaire de survenue. On est tous synchronisés par rapport à un certain cycle. Il a été vu dans les études qu'en fait, l'idéal pour commencer une bonne nuit, c'est à partir de 22h30. Et ensuite, le déroulé se fait naturellement en fonction des besoins de chacun. La conséquence, c'est que si vous êtes habitué à vous coucher à 22h30, 23h, et que vous couchez à 2h du matin, ce cycle, il ne va pas changer, il est rigide. Donc, toute la partie antérieure à votre coucher aura disparu. Or, c'est là où vous avez le plus de sommeil profond, le moins de sommeil paradoxal. Parce qu'en fait, le sommeil profond et le sommeil paradoxal se croisent au cours de la nuit. Le sommeil profond diminue en quantité sur chaque cycle, et le sommeil paradoxal augmente au décours de la nuit. C'est important, parce que ça peut expliquer aussi que, suivant un rythme particulier, si vous répétez pendant 2-3 nuits une dette chronique, enfin une dette de sommeil, comme ça, évidemment, vous en avez des conséquences physiques. Voilà. Donc, au décours de la nuit, au sein des différents cycles, le sommeil diminue en profondeur progressivement et le sommeil paradoxal, lui, augmente en quantité. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez plus de rêves sur le matin que dans la nuit. Normal. Les rêves, c'est une opération de maintenance. Donc, en fait, dès que c'est fait, c'est oublié, on passe à autre chose. Mais évidemment, si vous vous réveillez à la sortie du rêve, là, vous vous en souviendrez. Alors, n'essayez pas d'avoir des interprétations sur les rêves. S'il y en a, si c'est compréhensible, c'est parce que ça doit être compréhensible. Si vous n'y comprenez rien, c'est parce qu'il n'y a rien à y comprendre. Point. Voilà, il faut faire simple. Les cycles font bien 1h30 chacun ou pas? Alors ça dépend, c'est entre 60 et 90 minutes. C'est ça les typologies aussi. Et on est tous individuels. De la même façon qu'on n'a pas besoin du même temps total de sommeil sur une nuit, l'établissement de ces cycles n'est pas le même. On va le voir un petit peu plus loin, justement, sur les régulations de la journée. Des 24 heures, on va dire. Bon, ça c'était le rappel de ce que je vous disais. Donc la régulation, justement, du sommeil, elle est de 3 types, en fait. Vous l'avez circadienne, semi-circadienne, ultradienne. Alors, c'est vachement savant. En fait, circadienne, c'est circumdillé, c'est tout au long du jour. Semi-circadienne, c'est la demi-journée. Et ultradienne, c'est au sein de ça. Et en fait, c'est cette diapositive qui vous l'expliquera un peu mieux. C'est une diapositive qui reprend en fait l'évolution de la somnolence sur la journée. Sur 24 heures, en fait, vous voyez, vous avez un cycle particulier, c'est le grand cycle, ça c'est le cycle circadien. Les variations que vous avez, donc ça c'est circadien, au sein, c'est le semi-circadien à partir de... Okay. Vous avez 2 choses intéressantes, c'est le pic. Vous avez un pic de somnolence après le repas, et vous avez un pic de somnolence dans la nuit, vers 3-4 heures du matin. Alors, c'est intéressant pour les militaires, parce que c'est là où, en fait, les militaires ont toujours... surtout les Américains, si vous prenez les différentes offensives qu'ils ont faites récemment, ils ont toujours attaqué à ce moment-là, en comptant sur la baisse de vigilance des adversaires. Voilà. Là aussi, c'est pareil. Bon, bison futé, pardon, pas foutu. Bison futé vous dit, ouais, partez aux heures les plus creuses. Sauf que si c'est là, votre risque d'accident est multiplié passablement. Parce que naturellement, il y a une baisse de vigilance. C'est là où on a un pic d'accidentologie. En postprandial, c'est pareil. On a tendance à s'endormir, ok, après le repas. Alors c'est le repas, ok, mais aussi parce qu'il y a cette tendance naturelle. Voilà, ce sont ces pics. Et la vigilance, c'est inversement. Hein. On est plus vigilant ici et là. Enfin bon. Donc ça, c'est le cycle. Donc, circadien. Au sein, vous avez une courbe rouge. Ça, c'est ce rythme ultradien, on va dire, qui est en fait ce qui reste de notre sommeil de proie. Le grand cycle, c'est le sommeil du prédateur. Les petits cycles, les oscillations, c'est le sommeil de proie. C'est là où, en fait, on a ces cycles que vous disiez. Ce sont des portes d'entrée du sommeil qui se répètent et qui correspondent, en fait, à la durée des cycles, à peu près. Bien. Alors, vous allez me dire comment ça se fait. Parce qu'un prédateur, c'est le seul à pouvoir dormir 8 heures d'affilée. Parce que si une proie fait ça, il lui arrive quoi?
En général, elle ne dure pas très longtemps. Voilà. Donc effectivement, elle va répéter des sommeils courts au décours de la journée pour récupérer le temps nécessaire. Tandis que le prédateur, lui, il peut s'accorder une durée longue. La seule chose, c'est que c'est important pour lui de l'environnement. Et ça nous intéresse aussi. Parce qu'un prédateur, vous ne le verrez jamais dormir, à part nos chats chez nous. Vous ne le verrez jamais dormir les quatre fers en l'air dans la nature. Parce que c'est justement là où il est en danger. Il lui faut un milieu où il se sente en sécurité, où il pourra se consacrer entièrement à sa tâche de repos, avec un minimum de risque. Et c'est un lieu paisible, au calme, où il se sent en sécurité. C'est la même chose pour nous. Notre chambre ne doit pas être un salon où on a la télé en 16/9, où on doit revoir des ordinateurs, où on bosse au lit, ça c'est génial, mais c'est nul pour le sommeil, même si professionnellement ça peut être utile. Mais la chambre doit être vraiment assimilée comme un lieu de repos et correspondre à un lieu de repos. Température assez fraîche, au calme, d'ailleurs on va voir pourquoi après, et sans lumière. Voilà, ça ce sont des notions importantes, mais ce sont des notions animales. Nous oublions trop facilement qu'avant d'être des hommes, nous sommes des animaux, et soumis aux mêmes règles que le reste du règne animal, puisqu'on a été conçu pour un écosystème particulier. Ça, on a tendance à l'oublier, et il faut qu'on y revienne de façon rapide, je pense, parce que c'est générateur de problèmes pour nous. Donc l'organisation circadienne, bon ben voilà, sommeil de nuit, donc c'est l'alternance jour-nuit, avec le rôle de la température et du sommeil profond. Ok, ça on va y revenir un petit peu plus loin. Semi-circadienne, c'est là où en fait on retrouve le sommeil de sieste. Et la régulation ultradienne, c'est le sommeil de courte durée, c'est le sommeil flash, on va plus loin, et puis avec vous également. Alors, l'horloge biologique. On est effectivement, comme tous les animaux, on a une horloge propre. Le seul problème, c'est qu'elle est réglée sur 25 heures, c'est le cycle de température principalement, qui est sur 25 heures. Ça veut dire qu'en fait, il faut se remettre à l'heure régulièrement. Les animaux, eux, c'est le jour-nuit. Nous, c'est les activités sociales, on va dire, mais aussi, donc professionnelles, les horaires de repas. Alors, pour certains qui, la nuit, regardent l'heure, en fait, c'est la lecture de l'heure qui règle leur nuit et qui la détruit. Voilà. Alors, je le dis parce qu'ici, je suppose que 95%, lorsqu'ils se réveillent la nuit, regardent l'heure, levez la main. Voilà. Hein, pas mal quand même, hein, ça marche à tous les coups. Donc en fait c'est une erreur. Parce que votre cerveau animal, lui, ce qu'il va enregistrer, c'est qu'il faudra se réveiller pour lire l'heure. Et que c'est une tâche répétitive donc nécessaire à notre survie. Parce que son rôle, c'est vous protéger, assurer la reproduction de l'espèce. Et quand il dort, il a autre chose à faire qu'à regarder l'heure. Lire l'heure, ça veut dire qu'il faut qu'il mobilise une partie pour ouvrir les paupières. Focaliser sur la lumière. Reconnaître les symboles, voir à quoi ils correspondent. Et ensuite, une fois qu'il a la notion de l'heure, la resituer sur le rythme journalier. C'est un travail énorme. Et ça, il a autre chose à faire. Donc au bout d'un moment, il met ses équipes automatiques qui vont le faire naturellement. Donc la plupart regardent l'heure et se rendorment. Mais ceux qui ont des périodes de stress et qui sont dans des stress prolongés, eux, après, ils vont chercher le sommeil. Le sommeil, c'est comme les chats, plus vous les caressez, moins vous pouvez le faire. Le sommeil, plus vous le cherchez, moins vous le trouvez. Et c'est là où, en fait, des mesures simples, lorsqu'on a des insomnies, sont nécessaires. On y reviendra, et puis, bon, le jeu question-réponse, parce qu'on va essayer d'avancer quand même. Donc, les synchroniseurs internes, la température, ce rythme, ok. Et donc, les synchroniseurs sociaux, pour nous, c'est les horaires sociaux de travail, repas, mais également la lumière. On va le voir, la lumière est un synchroniseur essentiel comme chez tous les animaux. Les centres, on va passer, c'est pour vous dire que c'est un petit peu partout et que suivant les différentes zones qu'on retrouve dans le cerveau, les différentes zones anatomiques concernées, on n'a pas du tout les mêmes types de sommeil ou dans l'action veille-sommeil, c'est pas du tout pareil. Les neuromédiateurs, alors bon, ça pareil, on va faire pareil. Le plus intéressant, ce sont les orexines et hypocrétines qui sont des notions récentes et qui sont en prise directe à l'heure actuelle. Pour les pathologies type la narcolepsie, vous avez dû en entendre parler, mais sur l'élaboration de nouveaux médicaments aujourd'hui qui sont typiquement actifs là-dessus. Voilà, bon, ça c'est donc ce que je vous disais sur les orexines hypocrétines.
La mélatonine, alors ça on va s'y attarder un petit peu parce que c'est quelque chose que vous avez dû voir souvent. On vous en fait la pub à la télé, etc. Et alors, c'est une hormone qui est inhibée, dont la synthèse est inhibée par la lumière, des intensités lumineuses, et favorisée donc avec la baisse de luminosité. On verra le seuil un peu plus loin. Alors c'est une hormone qui n'a aucun intérêt comme hypnotique, contrairement à ce qu'on vous dit. C'est une hormone de resynchronisation. Elle est utile dans certains cas et certaines pathologies, mais les différentes études qui ont été faites montrent qu'en fait, ce n'est pas la mélatonine rapide qui pourrait être intéressante, d'autant plus que les dosages délivrés ne sont pas forcément les meilleurs, mais c'est la durée de vie de cette hormone qui pourrait être utile. Il y a pas mal d'études là-dessus. En fait, pareil, les différentes thérapeutiques qui sont en développement s'intéressent surtout aux récepteurs de la mélatonine, puisque c'est une hormone générale et qui a des effets extrêmement divers et variés. Voilà. Alors, la fonction du sommeil lent profond. C'est un restaurateur d'énergie. En fait, pendant ce sommeil lent profond, c'est là où vous resynthétisez les protéines, les hormones, et c'est là où on retrouve l'histoire du poids, en fait. C'est que la leptine et la ghreline, en fait, sont gérées pendant un sommeil lent profond. Plus vous avez un mauvais sommeil, pour une raison X ou Y, dette chronique ou pathologie type apnée, Franck en parlera tout à l'heure, mais vous avez des perturbations. Donc, moins vous dormez, quelle que soit la cause, plus vous avez des tendances à prendre du poids et des difficultés à le perdre. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement l'alimentation. C'est vraiment quelque chose d'assez global. Mais c'est aussi la remise à plat du système immunitaire. C'est vraiment une partie essentielle. Après, au niveau de la mémoire, c'est la consolidation de la mémoire. Parce qu'en fait, la mémoire, c'est surtout pendant le sommeil paradoxal que ça se produit. Et c'est là où, en fait, le cerveau fait le tri. Il prend, il garde, il répète, il élimine ce qui n'est pas nécessaire, etc. C'est ça, les rêves. C'est exactement ça. C'est une opération de maintenance de vos expériences quotidiennes. Et donc, toute conséquence avec une dette de sommeil, pour une raison X ou Y, on obtient des difficultés émotionnelles, du mal à contrôler ses émotions, devenir de plus en plus sensible avec une dette chronique. Les programmations génétiques des comportements, ça on le retrouve chez le bébé, puisqu'il a différentes mimiques, etc., et que le bébé dort beaucoup, puis au fur et à mesure de la maturation, dort de moins en moins pour arriver à un sommeil d'adulte. Après, on va le voir, en se vieillissant, le sommeil se modifie également. La température, donc c'est ça, c'est important. La température doit être régulée correctement dans une pièce. Pourquoi? Parce que tout excès de froid ou de chaleur modifie le sommeil et l'altère et augmente en fait les éveils, les micro-éveils qu'on peut avoir au décours de la nuit. Alors l'accoutumance à long terme, en fait, on suppose qu'elle est plus psychique, on va dire, que physique, réelle. Quoique, il y a eu Christian Bourbon, en fait, qui travaillait chez nous, qui maintenant est parti à la retraite, avait fait une étude avec Stéphane Lévin, qui était venu chez nous s'entraîner, sur justement l'influence d'un froid prolongé, avec des rythmes jour-nuit altérés, sur en fait, il avait mis en évidence un retour des possibilités d'hibernation qui existent chez tous les mammifères. Donc vous voyez, bon, il y a toujours une marge d'adaptation chez l'homme par rapport à l'environnement. Le bruit, en fait, là non. En fait, si on enregistre le cerveau, dès qu'il y a du bruit, il va l'entendre. Ce qu'il y a, c'est qu'il va le négliger. Si c'est un bruit répétitif, naturel, qui ne représente pas un danger dans son classeur, il va l'effacer et s'y faire. Mais par contre, le bruit réveille tout le temps. Okay? La lumière, c'est la même chose. C'est là où on a la notion de seuil lumineux. 1500 lux, 2500 lux. 2500 lux, c'est ce qu'on utilise en photothérapie pour resynchroniser des ados ou des personnes qui sont ce qu'on appelle en décalage de phase. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à se coucher de plus en plus tard, se lever de plus en plus tard, ou se coucher de plus en plus tôt et se lever de plus en plus tôt. On en parlera avec les personnes âgées. Donc cette lumière, c'est là aussi où il y a des notions de fréquence, c'est parce que ce n'est pas uniquement l'intensité, c'est aussi la qualité des fréquences lumineuses. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des tablettes, de la télé avec les LED, etc. Parce que les fréquences bleues, on s'est aperçu aux alentours de 550 nanomètres, sont des fréquences éveillantes avec des intensités largement inférieures. Voilà. Une petite aparté, parce qu'on y reviendra, mais chez la personne âgée, naturellement, il va avoir tendance à se coucher de plus en plus tôt et se lever de plus en plus tôt.
Et c'est d'autant plus renforcé qu'ils ne sont quasiment pas exposés à la lumière naturelle. Donc en fait, on va se retrouver avec des personnes qui vont s'endormir très tôt, d'autant plus que les synchroniseurs sociaux en EHPAD sont déficients, parce qu'on les fait manger à 6 heures et on va les coucher après à 7 heures, 7h30 pour les raisons d'équipe, etc. Donc vous avez quelqu'un qui va s'endormir à 7 heures, 7h30, 8 heures, et qui va se réveiller 6 heures après, à quelle heure? Vous comprenez? Le problème, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle des fausses insomnies, parce que derrière ça, il a fait la Java toute la nuit, mais c'est normal, puisqu'il a dormi ce qu'il devait dormir. Donc on va lui marquer un hypnotique. Donc du coup, vous avez quelqu'un qui va tomber, se casser le côte du fémur, et de quelqu'un d'autonome, vous avez un grabataire. C'est un petit peu dommage, et ce sont des choses qu'il faudrait... On avait travaillé là-dessus, puisque je suis gériatre à la base, avant d'être spécialiste du sommeil. C'est vrai que sur un EHPAD, on avait décidé de mettre en place des zones de luminothérapie, de façon à pouvoir générer une luminosité correcte avec des horaires précis. Ça a été abandonné parce que ça n'apportait pas grand-chose pour la direction. Bref, pourtant on avait réussi à faire un poster là-dessus, avec des effets intéressants sur la cognition, la mémoire et surtout l'autonomie. Donc le sommeil vieillit, hein, c'est ce que je vous disais. En fait, il se couche de plus en plus tôt, c'est sa tendance naturelle. Et il y a aussi autre chose, qu'il est de plus mauvaise qualité, donc il va se réveiller beaucoup plus souvent. S'il regarde l'heure, alors là, c'est une catastrophe. Et ce qu'il faut savoir, ça fait partie des fausses croyances, c'est que la capacité à s'endormir n'est pas altérée. Une personne âgée s'endort de la même façon qu'un sujet plus jeune. Par contre, c'est sa capacité à se rendormir qui, dans les études, a été mise en évidence comme déficiente. Voilà. Modification quantitative, on vous dira qu'un patient dort moins en vieillissant, c'est faux. Sur 24 heures, il dort pareil. La seule chose, c'est qu'il dort différemment. Parce qu'il va faire des siestes, par exemple, qui peuvent faire 1 heure, 1 heure et demie. C'est-à-dire un cycle complet. Ce cycle-là, il ne dormira pas la nuit. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même important, lorsqu'on s'occupe des personnes et des patients en général, pour nous, d'avoir ces notions claires sur la neurophysiologie et la physiologie du sommeil en particulier, parce que ça aide beaucoup à résoudre les soucis. Les aspects thérapeutiques, de tout ce que je vous ai dit, sur la typologie, sur l'organisation, les synchronisations, de là dépend l'organisation en travail posté. Beaucoup agir sur les conditions de travail. On était allé chez Air France Industrie, où il y avait des horaires décalés. Et ce qui nous avait halluciné, c'était que justement, la luminosité des postes de travail était lamentable. Donc au lieu de stimuler la vigilance, il favorisait la somnolence. Voilà, vous voyez, il y a encore des choses à faire là-dessus. On ne sait pas s'ils ne nous ont pas invités à y revenir pour vérifier ce qu'ils avaient fait, mais de la même façon, pour les pilotes de ligne, c'est la même chose. Les endroits critiques du vol, pour un pilote de ligne, c'est le décollage et l'atterrissage. OK ? Et ça, Tiberge avait très bien mis en évidence avec Pescarolo sur les 24 heures du Mans, où il avait mis en place des protocoles d'éveil programmés avec stimulation lumineuse, etc., pour être au maximum de vigilance lorsqu'il reprendrait le volant. Ce sont des choses, des techniques qu'on peut adapter à chacune des professions, mais adaptées, effectivement, en jouant sur la luminosité, les repas, etc., etc. Vous voyez, il y a tout un tas de choses à faire là-dessus. De la même façon, moi, je discutais avec des militaires, notamment au niveau des forces spéciales, c'est pareil. Les apprentissages des différents cycles, de différents types de sommeil qu'on a vu sur la courbe, c'est réactiver les sommeils de proie, ou garder le sommeil de prédateur, ou jouer sur les sommeils flash. Et après, tenir compte de ces facteurs individuels. Traitement médicamenteux, non médicamenteux, on va en parler. Alors, la sieste, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, et vous en parlerez, je pense, de façon plus détaillée. La sieste du matin, il y a beaucoup de sommeil paradoxal, pour les raisons que je vous ai dites sur cette évolution du sommeil sur une ictémère. Sieste du soir, beaucoup de sommeil lent profond, mais le sommeil lent profond, par contre, vous ne le dormirez pas la nuit. OK ? Sachez-le. L'importance de la durée, vous en parlerez, il faut éviter certaines durées. L'index d'efficacité, enfin tout ça, je pense qu'on aura de toute façon l'occasion de partager, je pense. Le sommeil flash, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver, c'est des sommeils très brefs qui peuvent faire 10 secondes. On peut même dormir 10 secondes. C'est pour ça qu'un patient qui vous dit, ça vous l'avez tous eu,
il me reste une demi-heure avant que le sommeil sonne, ou il me reste 10 minutes, donc c'est pas la peine que je me rendorme. Pardon, excusez-moi, je vais être grivois, c'est une connerie. Parce que qu'il vous reste 10 secondes, 10 minutes ou 10 heures, c'est toujours un sommeil récupérateur. Différent, mais récupérateur. Donc après le type de sommeil, relaxation ou sommeil véritable. La répétition, ça on en parlerait. Et surtout, retard des effets de la privation de sommeil. Donc on va dire ce niveau d'alcoolémie physique, on va dire entre guillemets. Voilà, donc la photothérapie, c'est ce que je vous disais, hein, on joue beaucoup sur les intensités lumineuses, et Damien Léger, lui, par contre, à l'Hôtel-Dieu, avait joué sur les fréquences. Il a une pièce en place hein, qui joue beaucoup sur les fréquences, puisque les fréquences bleues donc, sont éveillantes, fréquences rouges plutôt... éveillantes, oui, fréquences rouges plutôt hypnogènes, on va dire, entre guillemets. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus. Il faut y jouer. L'organisation du travail posté, donc, c'est tenir compte en fait de cette physiologie générale et de l'individualité de chacun des postulants à un poste particulier. Le but étant d'obtenir un minimum de somnolence et un maximum de bien-être, on va dire, au boulot, qu'il soit physique ou psychique. L'hygiène du sommeil, ça, je vais vous faire un quiz rapide. Café, voilà. Qu'est-ce qui est plus éveillant, un café au filtre ou un café expresso? Expresso. Alors, les expressos, levez la main. 2, 3, 1, oui. Café au filtre. Beaucoup plus nombreux. Alors, vous avez bossé avant de venir, non? C'est ça? Alors, en fait, c'est normal. La caféine est soluble dans l'eau. Donc, plus l'eau met du temps à passer, plus elle récupère du caféine. Et c'est la caféine qui est éveillante. Voilà. La théine, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Il faut bien infuser, c'est bien éveillant. Bon, alors ceux qui disent non, levez la main. Ah, et ceux qui disent oui. Et après, on est comme dans les législatives. Hein. Il y en a la plupart qui sont partis déjà. Hein. En fait, la théine, plus vous laissez infuser, plus elle se refixe sur les feuilles. Donc moins il y en a. Vous voyez, c'est la différence entre café et thé, c'est cet aspect-là. Après, l'action. Le maximum d'efficacité, c'est 6 heures après la prise. Donc attention au café de l'après-midi, si vous avez déjà des difficultés à vous endormir la nuit. OK? Retenez ça parce que c'est important. Il y a aussi la quantité. Là, c'est un effet paradoxal. C'est-à-dire que le gros buveur de café, en fait, il n'a plus un café éveillant, il a un café plutôt hypnogène qui l'endormira. Parce que les récepteurs à la caféine seront tellement saturés qu'on aura l'effet inverse. Bon, les médicaments, en fait, on n'a besoin de rien pour dormir comme médicaments. Sachez-le, les somnifères ne vous font pas dormir, simplement, c'est l'effet, on va dire, amnésiant de la molécule qui fait que vous ne vous souvenez pas, que vous ne dormez pas. C'est intéressant. Mais ça n'a aucun intérêt comme molécule. Donc nous, les premières choses qu'on fait, si on voit ça, on les vire. Point. Après, on a d'autres thérapeutiques, mais qui sont ciblées vraiment sur la neurochimie du sommeil, qui sont efficaces lorsqu'en fait, on a des sommeils qui sont abîmés au point qu'il faut rétablir un petit peu la neurochimie. L'importance du milieu environnemental, on en a parlé. Les rituels du coucher, ça aussi, c'est quelque chose qui se perd beaucoup. Même si la plupart d'entre vous, non, mes filles, ils ne font pas gaffe. C'est-à-dire, il y en a certains, ils peuvent passer une demi-heure à se laver les dents avec un regard absent. D'autres, c'est se masser les pieds 10 minutes. Il y en a d'autres, c'est prendre le même bouquin depuis 10 ans sans dépasser les mêmes 2 pages. À chacun les siens, il faut les respecter. Alors après, quand même, si vous lisez, ne prenez pas des choses éveillantes qui vous stimulent. Prenez plutôt le code des impôts. Il ne faut pas que ça ait un intérêt majeur. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça stimule votre intérêt, vous ne dormirez pas. Parce que le sommeil, ce n'est pas une question de fatigue, c'est une question d'éveil. Plus vous serez vigile, plus vous passerez toutes les portes de sommeil. C'est ça qu'il faut retenir. Mettez-vous en condition d'accueillir le sommeil. Il se représente de façon régulière. Si ce n'est pas ce train-là que vous prendrez le suivant. Mais donnez-vous l'occasion de le prendre. D'accord? Voilà. Donc bon, vous avez bien compris, hein, je parle pour ne rien dire parce qu'il n'y a pas de règle générale. Il faut surtout bien se connaître. Et après, penser dans des circonstances particulières aux siestes et au sommeil flash. Voilà, j'espère avoir tenu.
On a fondé cette start-up sur les bancs de la fac. Et donc, avant de vous proposer notre offre et voilà, de vous montrer notre travail et ce qu'on propose aux entreprises, un petit point sur notre réflexion un peu plus globale sur l'entreprise et les espaces de travail de demain. C'est vrai que nous, on a réfléchi l'entreprise comme un lieu de vie, un lieu d'épanouissement. On parle beaucoup de qualité de vie au travail, mais ça doit se développer dans un cadre de vie sain. Qu'est-ce qu'un cadre de vie sain ? C'est un cadre qui est capable de mettre à l'honneur les collaborateurs et de répondre à leurs besoins, enfin de commencer par répondre à leurs besoins physiologiques qui sont boire, manger, dormir, se reposer. Et nous, on s'est vraiment concentré sur le se reposer, d'autant plus que, comme vous l'avez très bien dit, on accumule tous les jours une dette de sommeil qui a un impact sur notre santé physique, sur notre santé mentale, qui a un impact sur notre état de stress, de manière plus générale sur les risques psychosociaux. Et donc la question c'était comment répondre à ce besoin de sommeil sur le lieu de travail. C'est un peu antinomique, repos et travail. Donc voilà, c'était comment se régénérer sur sa journée de travail. Et donc c'est là qu'on en est arrivé à la micro-sieste. Alors qu'est-ce qu'une micro-sieste ? Pour reprendre les mots du professeur Léger dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est un spécialiste du sommeil et qui s'intéresse beaucoup à la micro-sieste en particulier. Alors une micro-sieste consiste du coup à changer de rythme, à faire une coupure, à respirer tranquillement et ça comporte rarement du sommeil. En fait, c'est une sorte de relaxation profonde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une sieste de durée optimale, c'est entre 20 et 30 minutes, dans le sens où on ne rentre pas encore dans un sommeil profond et on en sort reposé, beaucoup plus que si on rentrait effectivement dans un sommeil profond. Parce que vous l'avez sûrement tous déjà connu, la sieste dominicale qui dure 2 heures. Vous vous réveillez, vous êtes en fait en plein milieu d'une phase de sommeil profond et on observe ce qu'on appelle une inertie du sommeil où voilà, il y a un peu un sentiment de malaise, un brouillard. Donc c'est que la sieste a été un peu trop longue et donc c'est important de faire une sieste de 20 à 30 minutes, mais pas plus. Et en fait, sur cette sieste de 20 à 30 minutes, on arrive à dormir 10 à 15 minutes si on est efficace. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas dépasser 15 minutes de sommeil. Et du coup, cette sieste, toujours sur les mots du professeur Léger, elle permet d'améliorer la vigilance, la vigueur, l'humeur. Et donc, selon une étude de la NASA, une sieste de 20 minutes, elle permettrait d'augmenter la productivité de 35%. Et donc en fait, la NASA, elle s'est intéressée à la micro-sieste parce que tous les plus grands navigateurs, les astronautes, les pilotes long courrier, ils pratiquent la micro-sieste, ils segmentent en fait leur journée sur des phases d'éveil et de sommeil. Et ça leur permet voilà, d'être vigilants et de ne pas avoir de phases de sommeil trop longues qui présentent en fait un risque pour ce type de long voyage. Alors la micro-sieste du coup. Le coup de boost. Voilà, donc ça offre un vrai coup de boost sur la journée. Et au-delà de la productivité, c'est vraiment la créativité, la vigilance qui est améliorée, la baisse du stress, des risques psychosociaux, comme l'a dit Camille, et une valorisation de la marque employeur, parce que forcément, si l'entreprise met en place un système, une salle de micro-sieste, eh bien, elle valorise les besoins de ses salariés, elle les a bien compris. Et certaines personnes n'arriveront pas à trouver le sommeil pendant leur temps de repos. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on va faire une sieste, mais au-delà de faire la sieste et de dormir, c'est vraiment le lâcher-prise qu'on préconise, le fait de décompresser, de se relaxer et de prendre un temps pour soi et de décompresser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est vraiment pas grave si vous n'arrivez pas à dormir. Le fait juste de décompresser et de lâcher prise, ça a un effet super bénéfique sur la concentration. Et d'ailleurs, c'est important d'apprendre à faire la micro-sieste parce que ça se pratique. C'est pas du tout évident pour tout le monde et il y a des bonnes pratiques à appliquer pour votre sieste quotidienne. Ça s'apprend. Voilà, et donc beaucoup de personnes nous demandent, mais alors du coup, à quel moment est-ce que je dois faire mes micro-siestes ? Forcément, c'est quand les premiers symptômes de sommeil apparaissent. En fonction de la personne, ça va dépendre, est-ce que ce sera après le déjeuner, en début d'après-midi, pour certains ce sera en milieu d'après-midi. Ce qu'il faut, c'est arriver à les détecter et prendre le réflexe de, voilà, à la place de lutter devant son ordinateur ou au travail pendant 1h30, et bien avoir le réflexe de s'arrêter 15 minutes, 20 minutes et repartir, voilà, les batteries rechargées. Et d'ailleurs, certaines personnes qui présentent des troubles du sommeil, mais vous en parlerez peut-être tout à l'heure, on a eu des retours de terrain de personnes qui sont insomniaques et qui avaient peur de pratiquer la sieste en disant « mais j'arriverai jamais à m'endormir ce soir, c'est pas une bonne idée ». Et en fait, le lendemain, elles sont venues nous voir en disant « mais c'est génial, j'ai eu beaucoup moins de mal à m'endormir, sûrement parce qu'elles étaient moins nerveuses, plus relaxées et ça a eu du coup un effet sur leur cycle de sommeil profond ». Peut-être que vous l'expliquerez du coup mieux que nous après, mais c'est vrai que c'est... Non. En tout cas, on a observé qu'il y avait... C'est assez étonnant en fait. Impact, N'ayez pas la pression.
mais c'est un constat en tout cas. Du coup, un petit aperçu sur la micro-sieste dans le monde. C'est vrai que tous les pays ne sont pas égaux devant la micro-sieste, face à la micro-sieste. Et certains pays l'ont vraiment intégrée dans leur culture. Donc on parle souvent de la Chine comme exemple. En 1948, la Chine a inscrit le droit à la sieste dans sa constitution. Enfin, c'est le droit au repos au-delà du droit à la sieste. Et eux, ils l'ont vraiment intégré donc, dans l'entreprise. Après le déjeuner, tout le monde fait sa pause sieste comme si elle était imposée à tous les salariés, que ce soit les bras croisés sur son bureau ou même par terre sur un carton. Dans des entreprises plutôt industrielles, de services, tout le monde pratique la micro-sieste. Donc après, au niveau du rythme de travail acharné, ce n'est pas forcément un exemple à prendre sur la Chine, mais si eux, ils ont réussi à valoriser les bénéfices d'une micro-sieste, c'est que voilà, on a à apprendre de cette pratique. Et dans un autre extrême, on a le cas de l'Espagne, où là, pour le coup, c'est plutôt une macro-sieste dont il s'agit. Et d'ailleurs, ça pose de plus en plus de problèmes, cette pause déjeuner qui dure un peu trop longtemps. Mais c'est un exemple de pays qui a également intégré la culture de la sieste dans ses pratiques et qui en avait compris les bénéfices dès le départ. Et en France, il y a de plus en plus d'entreprises qu'on appelle nap-friendly, qui comprennent de plus en plus les enjeux de l'installation d'un espace de sieste dans leurs locaux. Mais voilà, bon, on parlera du cas de la France juste un petit peu plus tard dans la présentation. Avec un retour terrain, ouais. Alors, juste avant de passer du coup à ce que nous on propose, quelque chose qu'on a remarqué dans les entreprises, c'est que les peu d'initiatives qu'il y a au niveau des espaces de micro-sieste ont parfois des résultats un peu mitigés dans le sens où les espaces ils sont sous-utilisés. Et du coup, on a essayé d'identifier deux raisons principales. Tout d'abord, un manque de légitimité, c'est-à-dire que dans la culture française, on a un blocage au niveau du sommeil. Même si l'entreprise dispose d'un espace de sieste, au moment d'en bénéficier, on va être un peu stéréotypé. On a peur en tout cas d'être stéréotypé par ses collègues comme le pionceur de service. Et à côté de ça, manque de communication. Certaines personnes ne savent même pas que l'espace de sieste existe, l'apprennent par hasard un an plus tard parce qu'un collègue l'aborde. Mais c'est un peu dommage du coup, qu'il y ait ce manque de communication et que les personnes passent à côté alors qu'il y a un vrai besoin. Et du coup, certaines personnes se retrouvent à faire leur sieste dans leur voiture, aux toilettes pour certains. Et donc voilà, alors que ça existe dans l'entreprise. La cantine, quand même, il la trouve, la cantine, il la trouve, ouais. Mais c'est justement ça le problème. Non, l'espace de micro-sieste, il reste inconnu. Et du coup, après ces différents constats et cette étude de terrain, on s'est penché un peu sur la question et du coup, on a imaginé Nap & Up. Alors, qu'est-ce que c'est que Nap & Up ? C'est d'une part du coup, des cocons de micro-sieste. Ces cocons, on les installe dans les locaux des entreprises et on les a voulu extrêmement flexibles avec comme réflexion derrière que toutes les entreprises n'ont pas forcément d'espace à consacrer de manière définitive à ce genre d'initiative. Donc voilà, on est capable de les installer et de les désinstaller en à peine un quart d'heure, 20 minutes. L'idée qu'ils soient flexibles est très importante pour nous. Et voilà, là vous avez une photo juste ici, mais vous aurez un cocon dans le showroom qui est juste à côté. Certains l'ont peut-être déjà vu, sinon vous pourrez le tester avec grand plaisir, il est là pour ça. L'idée c'est vraiment d'avoir recréé... Ouais. On a essayé de recréer une ambiance cocooning, un peu comme à la maison, histoire de favoriser le lâcher-prise et de se sentir bien et d'être apte à se relaxer et à lâcher prise. Voilà, donc ça c'est pour notre produit. Ensuite, on a toute une offre d'accompagnement pour l'entreprise et c'est ça qui fait vraiment notre valeur ajoutée. Alors, ça passe par des audios de micro-sieste qu'on retrouve dans les cocons, qui ont été faits par des sophrologues et des hypnothérapeutes, qui vous aident à vous guider, à vous détendre, à lâcher prise, à vous recentrer sur vous-même et qui vous réveillent à la fin de la micro-sieste au bout de 15 minutes ou 25 minutes en fonction du programme choisi. Le but, c'est de ne pas rester tout l'après-midi dans le cocon à sieste parce qu'on est quand même au travail. Et c'est important de guider, ça rassure beaucoup les gens d'être guidés par ces audios parce que tout le monde effectivement n'a pas l'habitude de pratiquer la Voilà, la communication en interne, le but c'est d'arriver à toucher un maximum de personnes pour que tout le monde soit au courant de l'espace de micro-sieste. L'entretien des espaces, donc ça va de soi. Un petit système de réservation qui optimise en fait les créneaux de micro-sieste sur la journée pour ne pas arriver sur l'espace de micro-sieste et qu'il soit complet. Voilà, et notre accompagnement il passe également par des ateliers de sensibilisation à la pratique de la micro-sieste et aux troubles du sommeil de manière plus générale. Alors, notre atelier phare, c'est vraiment l'atelier micro-sieste, c'est celui qu'on aime bien proposer aux entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier micro-sieste ? C'est un atelier de 15 à 45 minutes qui comprend 15 à 20 participants. Et pendant cet atelier, il y a un ou une sophrologue qui intervient, qui commence par faire un petit topo de ce que c'est qu'une micro-sieste, quels sont ses bénéfices, pourquoi c'est important de la pratiquer régulièrement, etc. Et ensuite, qui fait vivre en pratique une micro-sieste. L'idée étant vraiment d'apporter des outils concrets
de donner des bonnes pratiques en matière de micro-sieste pour ensuite la pratiquer au quotidien de manière facile, alors que ce soit dans les cocons ou que ce soit ailleurs si les cocons ne sont pas là. Donc voilà, ça c'est pour l'atelier micro-sieste. On a également du Yoga Nidra qui est le yoga du sommeil. On organise également des ateliers conférences avec l'INSV, du coup l'Institut national du sommeil et de la vigilance, et peut-être bientôt avec vous. Et voilà, donc tout un panel d'ateliers pour sensibiliser les collaborateurs à cette pratique et les inviter à la pratiquer quotidiennement. Voilà, et du coup, ce qu'on propose aux entreprises, on a 2 offres différentes. Une offre événementielle qu'on appelle la NAP Week et une offre longue durée, la NAP Home. Et donc en fait, la NAP Week, c'est une semaine de sensibilisation pour vraiment autour de la micro-sieste, autour des troubles du sommeil en milieu professionnel. Et donc on installe des cocons à sieste, on les anime sur la semaine, on fait en sorte qu'un maximum de personnes puissent tester un peu la micro-sieste. On organise les ateliers dont parlait Camille. Et le but, c'est de créer vraiment un bel événement autour de cette pratique. Ça permet aussi aux entreprises qui ont un petit peu peur de s'engager sur des espaces de micro-sieste, de tester le concept, de voir si voilà, en interne, il y a quelque chose qui peut se passer après sur le long terme. Et du coup, une fois que vous avez testé le concept avec la NAP Week, on a également une offre de long terme qu'on a appelée la NAP Home. Et alors du coup, c'est un forfait mensuel, c'est une offre clé en main qui comprend la mise à disposition de nos cocons sur le long terme et également tout un panel de services avec l'animation d'ateliers de manière régulière pour faire vivre ce lieu et communiquer le plus possible sur cette pratique, la communication en interne, l'entretien des espaces, etc. Le but, c'est d'avoir un espace qui soit vraiment utilisé sur le long terme et éviter ce qui se passe avec certains espaces qui passent un petit peu aux oubliettes après quelques mois. Alors, juste une petite réalisation, enfin un exemple de réalisation qu'on a mis en place, c'est une Quiet Zone. Ça a été fait au Square de Renault, qui est un peu l'Open Lab Innovation de Renault sur Paris. Et donc, on a fait une zone complète de déconnexion avec un vrai parcours autour de 3 thématiques. Donc, un premier espace avec une bibliothèque collaborative autour de l'innovation. Puis ensuite, on circule, donc là on ne voit pas le deuxième espace, avec un espace lecture et enfin un espace micro-sieste qui permet en fait d'aller un petit peu plus loin que le simple espace de micro-sieste et l'englober dans tout ce qui est déconnexion sur le lieu de travail. Et donc voilà, les résidents du Square en profitent, c'est surtout l'espace de micro-sieste qui est pris d'assaut après l'heure du déjeuner. Donc ça fonctionne bien. Alors voilà, maintenant on va vous proposer un petit retour de terrain pour vous parler un peu de l'expérience qu'on a acquise jusqu'ici et vous raconter un peu comment on a accueilli, parce que c'est peut-être une question que vous vous posez, comment est-ce qu'on est reçu dans les entreprises, comment est-ce que les gens réagissent quand on leur propose d'installer des espaces de sieste dans leurs locaux. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'arriver à une période charnière où il y a de plus en plus d'initiatives en matière de bien-être au travail. De plus en plus, les entreprises repensent leurs espaces de travail pour en faire un lieu agréable et un lieu de vie. Et il y a également tout un enjeu d'attractivité dans le sens où les entreprises cherchent à attirer la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, cette génération de millennials qui a envie de s'épanouir au travail, qui a un peu envie de s'éclater, qui voit l'entreprise plus comme un terrain de jeu. Et donc voilà, c'est important de s'adapter à cette génération qui arrive. Et du coup, intégrer un espace de sieste dans les locaux fait partie de cette dynamique générale dans le sens où ça permet de leur donner une autonomie, de leur faire confiance sur la gestion de leur temps et de les laisser gérer leur temps comme ils veulent, d'aller se reposer quand ils ont besoin de se reposer et de bosser le reste du temps aux endroits où ils le souhaitent. C'est tout un enjeu. Et d'ailleurs, quand on se penche un peu sur les entreprises qui ont installé des espaces de sieste dans leurs locaux, on parle de Google, on parle de Facebook. En fait, on parle d'entreprises qui ont été précurseurs en matière de management et en matière d'innovation. Donc c'est rassurant aussi de voir que ces entreprises avaient depuis longtemps compris l'enjeu de l'installation d'un tel espace dans leurs locaux. Donc voilà, on est plutôt bien reçu par les entreprises, mais il y a quand même du chemin à faire parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'initiatives sur les salles de sport, les baby-foot, etc. Et qu'en fait, quand il s'agit de parler de sieste, il y a quand même un blocage au niveau de la direction parce qu'on rentre dans des calculs de rentabilité et c'est difficile de mesurer l'impact au niveau vraiment, de chiffrer l'impact d'un espace de micro-sieste. Donc voilà, on a encore un discours à avoir et c'est pour ça que la partie sensibilisation de ce qu'on propose, elle est vraiment importante parce qu'il faut arriver à toucher un maximum de personnes dans l'entreprise pour que ce type d'installation ait lieu. Voilà. Et donc nos interlocuteurs dans les entreprises, principalement, ce sont les ressources humaines, la direction innovation et les services généraux. En fait, ça dépend des entreprises. Personne ne s'est vraiment approprié
institutionnellement l'installation d'un espace micro-sieste. C'est là qu'il y a du chemin. Il faudrait un responsable sieste, du coup, à Caen. Léa Pinadia. En cachette ou assumé, du coup? Assumé, bah, très bien. Très bien. Voilà, alors... Oui, c'est ça. Voilà, donc un petit point sur les entreprises qui pour l'instant nous ont fait confiance. Nous, on est une très jeune start-up, donc on vient de se lancer, mais c'est intéressant de voir que voilà, je pense qu'il y a une appétence pour le projet et que les salles de micro-sieste, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais voilà, quand on voit que les grands groupes s'y mettent, eh ben, ça fait plaisir et je pense qu'il y a... ça donne envie d'aller plus loin. Voilà, donc n'hésitez pas plus tard à aller voir les cocons à sieste, qu'on puisse vous en dire un petit peu plus sur, Les tester les audios. sur le produit. Avec grand plaisir. Merci. Moi, je vais parler de maladie, donc c'est un peu embêtant toujours, surtout avant de manger. Évidemment, le sommeil, vous avez compris que enfin, vous le savez, quand on commence à s'intéresser au sommeil, on ouvre une espèce de boîte là où on a beaucoup de choses à apprendre sur soi. On découvre beaucoup de choses qui intéressent les proches, nos proches. On a toujours des enfants qui ont des problèmes de sommeil, on a toujours des parents qui ont des problèmes de sommeil. On a soi-même souvent des soucis de temps en temps ou régulièrement. Et donc, là, on fait, c'est vrai, un petit survol qui j'espère, vous donnera envie de vous plonger dans des choses un peu plus complètes. La sieste, c'est vrai que c'est passionnant. Moi, je suis un grand siesteur. Il m'arrive de fermer ma consultation, même quand il y a du monde, 10 minutes, parce que je suis complètement vidé. Je ferme 8 minutes, moi c'est 8 minutes. Et 12 quand j'ai le temps. Et c'est vrai que ça me permet de passer une après-midi de rêve. Donc, et du coup, d'avoir beaucoup plus d'énergie pour m'occuper des gens. La sieste, c'est intéressant aussi au niveau, c'est vrai, culturel, parce que j'ai un peu bossé en Asie et dans les blocs opératoires, on a régulièrement des gens paf, qui s'allongent et qui dorment. On cherche l'infirmière. Ah, pas du tout, elle s'est mise tranquille. Tout le monde est calme, on continue à bosser, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et ça repart, ni vu ni connu. C'est assez intéressant. Donc là, on a évoqué quelques causes de problèmes de sommeil, et une des principales, sinon la principale, ce sont les apnées du sommeil, et puis le signe qui est le stade débutant, qui est le ronflement. Alors, je sais pas si on a le son, ça a l'air c'est coupé. Avec ? Ah, avec les Macs, pas forcément. Bon, je ne vais pas vous faire le ronflement. Vous connaissez ça, je pense. Bon, ça, c'est un patient que j'ai opéré d'une oreille, donc. Parce que mon autre dada, c'est quand même la chirurgie de l'oreille. Et donc, en faisant la visite, en rentrant dans la chambre, je surprends un patient en train de s'étouffer. Voilà. Donc, l'apnée du sommeil, qu'est-ce que c'est ? C'est un arrêt de la respiration pendant le sommeil. Donc, ce sont des arrêts répétés qui sont liés à l'obstruction de la voie respiratoire. Donc, ce qu'on appelle le pharynx, la gorge, va se fermer. Différents mécanismes. Et cette fermeture, elle va se faire régulièrement dans la nuit. Elle va... parce que le cerveau surveille un peu quand même. Vous avez vu que le cerveau, il surveille. Il va surveiller l'effort respiratoire qu'on va mettre en place pour essayer de lutter. Donc là, dommage qu'on n'ait pas le son, mais enfin, on va voir que le drap, il y a des petites secousses. On essaye de lever l'obstacle. On verra sur des petits diagrammes, on a le taux d'oxygène qui plonge, on parle le gaz carbonique qui augmente, et donc le cerveau, on a un système nerveux avec des récepteurs partout, se rend compte de ça et va entraîner un éveil, donc pour reprendre du tonus. Donc c'est un enchaînement d'endormissement, d'étouffement, de réveil. Et ça, parfois plusieurs centaines de fois dans la nuit. Alors c'est fréquent, c'est 4-5% des hommes,
2-3% des femmes. Ça, c'est les chiffres les plus bas. Les femmes, elles pensent qu'elles sont toujours un peu épargnées par le truc, mais dès 50-60 ans, et en tout cas dès la ménopause, la fréquence est identique chez les femmes et chez les hommes. Et même plus élevée. Le ronflement, alors là, c'est 10-12%, à mon avis, on pourrait mettre 20%. Et donc seraient intéressés 2 millions de Français. Alors il y a des facteurs identifiés quand même qui sont favorisants. Évidemment l'obésité, mais même le surpoids. L'âge, donc on a dit les hommes. Il y a des vrais syndromes d'apnée familiaux, donc on a des patients, enfin des enfants hein, qu'on voit. Et puis dans la discussion évidemment, le père, la mère, le grand-père, ronfleur ou apnéique appareillé. Les gens d'origine africaine, un peu plus. Et puis, tous les facteurs qui vont aggraver l'inflammation, donner de l'œdème dans la voie respiratoire, vont favoriser ça, que ce soit le tabac, que ce soit le reflux gastro-œsophagien, que ce soit l'allergie. Donc ça aussi, ce sont des choses à rechercher. Alors c'est intéressant de... Bon, on a les facteurs de risque, et puis après, si on prend des populations particulières, les pourcentages sont assez impressionnants. Donc chez les obèses, l'obésité, c'est pas toujours si élevé que ça. Hein. Vous ferez le calcul sur les ordinateurs en rentrant à la maison. C'est le poids sur la taille au carré. Vous avez un index de masse corporelle. Et si on est au-dessus de 30, vous voyez, ça va assez vite. On est aux obésité modérée. 80% des obèses ont un syndrome d'apnée. 70% des diabétiques. 60% des patients qui ont une hypertension qui résistent. Donc il y a beaucoup de gens qui ont une hypertension, des jeunes aussi, hein. Une hypertension artérielle qui va être difficile à traiter, qui échappe au traitement. Très souvent, ceux-là, ils ont un syndrome d'apnée dessous. Alors, il y a une entité qui est assez intéressante, c'est le syndrome métabolique. C'est plein de petites choses surajoutées. C'est un peu de ventre, un peu de tension, une glycémie un peu trop haute, le cholestérol un peu trop haut, les triglycérides un peu trop haut, et puis il suffit d'avoir un peu d'obésité et deux de ces critères, et on a ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Et là, c'est aussi très fortement associé à l'apnée. On parlait des accidents de la route. Rapport 2015, 18% des accidents, des tués sur la route en 2015 étaient liés à de la somnolence. Alors, ce n'est pas toujours évidemment lié à l'apnée, mais en tout cas des troubles du sommeil. Donc, je vous ai dit, l'apnée, comment ça se déroule? C'est un peu toujours pareil, l'apnée obstructive, hein, donc c'est l'obstacle. Donc, on va s'endormir. On a vu dans les différents stades de sommeil qu'il y a un relâchement des muscles, donc on a une baisse du tonus des muscles, parce qu'on a normalement un système protecteur. Quand on a une inspiration, l'air il est aspiré dans les poumons, donc les parois du pharynx devraient logiquement être aspirées systématiquement. Sauf qu'il y a un réflexe, il y a des muscles qui vont dilater le pharynx, qui vont l'ouvrir juste avant. Et qu'est-ce qui se passe quand on est ronfleur? Parce qu'on a un peu de surpoids, ou parce qu'on a le nez bouché, ou parce qu'on peut avoir des grosses amygdales, ou parce qu'on est anatomiquement, génétiquement, on a des parois un peu flasques. Il va y avoir de l'air qui va passer avec un flux qui est un peu turbulent. Ça va entraîner des vibrations des parois. Et ces vibrations, c'est le ronflement. Et puis à force de vibrer, les parois elles vont se détériorer. Il y a de l'œdème, de l'inflammation qui va se mettre dedans. Et plus ça va se détériorer, plus ce réflexe de protection du pharynx, de la gorge, va disparaître. Et à ce moment-là, c'est là où à l'inspiration, on va commencer à avoir le pharynx qui se resserre, donc avec des efforts respiratoires parfois, et puis des arrêts. Donc on s'endort, le tonus baisse, et on a, alors schématiquement, dans tous les schémas que vous trouvez sur les apnées, on dit que c'est la langue qui bascule en arrière. C'est en fait très rarement ça, mais c'est pas très grave. L'important c'est de comprendre qu'il y a un endroit qui se ferme, et puis qu'il y a le cerveau qui va réagir en éveillant, donc en redonnant du tonus. Alors on va arriver à ce qu'on appelle la fragmentation du sommeil. Donc ce sommeil, on n'arrive plus à avoir cet enchaînement de cycles très joli comme vous l'avez vu sur les diapositives de Thierry. On a des gens qui ne font que s'endormir, c'est-à-dire donc perdre du sommeil, qui ne réussissent pas à enchaîner les cycles. Alors on a des gens qui vont se réveiller, donc ce qu'on appelle des micro-réveils, ce sont des réveils très très brefs, dont ils ne se souviennent pas, qui vont se réveiller 40-50 fois par heure. Donc évidemment le matin c'est un peu compliqué.
Et là, le cocon, il va être pris d'assaut. Hein. D'ailleurs, quand vous avez un cocon, surveillez les ronfleurs dans le cocon. Vous les aiderez. Alors voilà, les risques connus. Hein, infarctus du myocarde, on augmente le risque de 2,5. Hypertension, quasiment 3. Diabète, 1,5. Accident vasculaire cérébral, quasiment 4 fois. Par rapport à des sujets normaux. Hein. Enfin, sans apnée, pardon. Pathologie du foie, augmentation du cholestérol du foie. En fait, le syndrome d'apnée. Alors, vous avez compris que l'obésité et le surpoids vont favoriser l'apnée. Mais l'apnée, ça va dérégler complètement le métabolisme. Donc, au niveau chimique, il se passe beaucoup de choses. Et toute la régulation des graisses, des sucres va être perturbée. Donc, ce sont des gens qui vont développer ce qu'on appelle des maladies métaboliques, donc des maladies type le diabète, etc. Hein. Et puis, évidemment, c'est le cercle vicieux. Insomnie, on en a parlé, c'est extrêmement lié à l'insomnie. Quand on s'étouffe la nuit, le cerveau, comme message, c'est pas très bon, parce qu'il sait très bien que la nuit, la nuit ne va pas être très agréable. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des insomnies d'endormissement, et puis ils sont réveillés fréquemment la nuit, donc en effet, s'ils ont des soucis, ils vont focaliser et donc ne pas réussir à s'endormir. Donc c'est très intriqué. Le sommeil, c'est fait aussi pour récupérer psychiquement, donc augmentation du risque de dépression. Bon, les plaintes, vous les connaissez. Hein. Alors, on aime bien voir les couples, parce que, évidemment, c'est jamais vraiment ce qui se passe. Quand on a un homme seul qui arrive, oui, il paraît que je ronfle. Et puis, alors souvent, ils disent, je dors beaucoup, mais je suis fatigué. C'est vrai que s'il y a des gens qui dorment 9-10 heures, qui sont toujours fatigués. Alors il y a certes des longs dormeurs, mais des gens qui disaient, moi d'habitude, avant je dormais 6-7 heures, j'étais très bien, maintenant je dors 8-9 heures, je suis toujours fatigué. Je me réveille, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi, j'ai mal à la tête le matin, ça c'est pas normal. La somnolence, donc alors la somnolence c'est pas de la fatigue, hein, c'est pas fatigue, c'est une tâche répétitive, vous n'avez plus envie de la faire, ça c'est de la fatigue. Somnolence, c'est une envie irrépressible de s'endormir. C'est je cours au cocon. Et même s'il y a quelqu'un, je me mets par terre à côté, c'est pas grave. Donc des gens qui notent dans le couple que le conjoint est en train de s'étouffer. Troubles du caractère, troubles de l'humeur, extrêmement fréquents. Quand vous ne dormez pas, vous le savez tous, hein, on n'est pas très bien le lendemain. Et puis quand ça s'accumule sur des mois et des années. Voilà. Et alors une notion très intéressante, plus on va avoir un syndrome d'apnée sévère, plus on a un sommeil perturbé, et moins on s'en rend compte en fait. Donc les gens disent, mais en fait je ne suis pas fatigué. Sauf quand on va les traiter après, on dit, ah, mais je ne me rendais pas compte de l'état dans lequel j'étais. J'avais l'impression que c'était normal en fait, d'être toujours fatigué, d'être toujours me sentir lourd, hors du poids. Hein. Donc ça, les études montrent que plus le syndrome est sévère, moins on s'en rend compte. Donc les signes à chercher, hein, ronflement, sommeil agité, la gêne respiratoire, les pauses, réveil, nicturie. Donc nicturie, c'est se lever la nuit pour aller uriner. Alors c'est vrai que chez les hommes, ça peut être pris pour des problèmes prostatiques. Donc ils disent, mais en fait, lorsqu'on a un effort respiratoire, il y a une zone près du cœur qui fabrique une hormone qui est diurétique, qui fait pisser. Et donc plus on a cet effort respiratoire pour lever l'obstacle, plus on stimule cette zone, plus on fabrique d'urine, donc plus on va se lever pour uriner. Donc ça, c'est assez intéressant. Les cauchemars, alors il y a des gens qui font des cauchemars d'étouffement, de noyade, etc. Soif au réveil, le nez bouché évidemment est source de ronflement, d'apnée, donc les gens se réveillent avec la bouche très sèche. La journée, vous connaissez tout ça, hein, quand on n'a pas beaucoup dormi, plusieurs nuits d'affilée, irritabilité, fatigue, somnolence, troubles de l'attention, troubles de la mémoire, troubles de la libido. Ça, c'est toujours un peu difficile pour un homme d'aller raconter ça, mais on a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils disent « mais au travail, j'y arrive plus, je perds la mémoire ». Il y a des gens qui ont déjà consulté qui pensaient avoir une maladie d'Alzheimer. Hein, donc il y a vraiment des gens qui sont en difficulté de mémorisation, d'attention, et puis les troubles de libido aussi, quand on leur pose la question, ils sont fréquents. Alors, quand on voit un patient ronfleur ou apnéique, qu'est-ce qu'on va regarder? On va examiner la gorge, on va essayer de chercher des rétrécissements, hein, donc sur toute la voie respiratoire. Alors, je vais passer vite, hein, je n'ai pas mis de photo trop
trop cracra parce que je ne voudrais pas que ça coupe l'appétit. On va regarder en gros le volume de la langue, le volume des amygdales. Évidemment, une fois qu'on a regardé le poids, etc. On va faire une fibroscopie. Fibroscopie, tu avais eu droit, Stéphane, hein, puisque pour aller voir les arêtes, elles sont souvent plantées en arrière de la langue. Donc on passe à une petite caméra qui est maintenant reliée à des petits smartphones, donc ça c'est simple. Et ça permet d'aller étudier tous les endroits. Ensuite, on va leur faire, parce qu'on n'en a pas parlé, du coup, c'est vrai que je pensais que tu allais parler des explorations, mais c'était trop long. Il faudra qu'on fasse une journée. On fera une journée grand public sur le sommeil bientôt, parce que moi, on organise en fait, des journées sur le sommeil à Toulouse depuis 5-6 ans. Et c'est vrai que je crois que ça devient important de faire, dans les journées scientifiques, de faire des moments, enfin grand public, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas tout public, pour pouvoir échanger et comprendre ce qui se passe, parce que c'est vrai que les gens sont acteurs maintenant de leur santé. Le sommeil, je veux dire, on apprend beaucoup de choses à l'école, hein, beaucoup de choses inintéressantes souvent, et il y a des choses fondamentales sur le sommeil qu'on devrait apprendre. C'est, à mon avis, aussi important que l'éducation physique ou les guerres napoléoniennes. En tout cas, je pense que ça sert un peu plus. Et donc, alors, les gens qui viennent nous voir, on a souvent besoin d'authentifier, de quantifier leurs problèmes et parfois de mettre une étiquette dessus parce qu'il n'y a pas que les apnées. Alors, il y a en gros 2 tests principaux. On ne va pas parler des tests de vigilance, de maintien de l'éveil, etc. Mais pour ce qui est du ronflement et des apnées, on utilise 2 tests. Il y a un test très simple qui se fait à la maison, qui s'appelle la polygraphie ventilatoire, qui n'est pas un examen du sommeil, mais qui est un examen de la respiration pendant le sommeil. Donc on va enregistrer les mouvements respiratoires, on va enregistrer le taux d'oxygène dans le sang, on va enregistrer le débit d'air qui passe par le nez et la bouche. Et parfois on va enregistrer, avec un petit système particulier, l'effort qu'il peut y avoir pendant la respiration. Et donc on va enregistrer comme ça toute une nuit. Donc ça donne des... Bon, ça c'est une photo d'écran. Ça c'est le début de la nuit, ça c'est la fin de la nuit, sur la petite bande du haut. Et donc dès que vous avez des couleurs, c'est que ça ne va pas. Et là on a focalisé sur le bleu. Donc on a une respiration qui est absolument pas ample, c'est la courbe bleue, avec des freins, ça c'est typique d'un ronfleur, avec une courbe qui fait des petits sursauts. En bleu et rouge, je vous les montre parce que c'est important, on a les courbes liées aux sangles, on mesure avec des sangles les mouvements. Alors quand on respire normalement, quand on est détendu, qu'on a une respiration abdominale, donc la nuit, parce qu'on n'a pas besoin de bomber le torse, on a l'abdomen et le thorax qui bougent en même temps. Hein. Donc ça, on va pouvoir le voir sur des sangles. Et puis on a des moments où la respiration est moins bonne. Donc on a des moments où, alors là, le flux était bon, avec le flux, là, il commence à diminuer. De manière un peu décalée, on a le taux d'oxygène qui baisse, parce que c'est toujours un peu décalé. En fait, effort respiratoire, le cœur a du mal à pomper, il envoie moins de sang oxygéné au bout du doigt. Donc il y a toujours un petit décalage dans le temps. Et puis en attendant, le cerveau, lui, alors d'abord, on a essayé, alors là, dans cet appareil, c'est pas les mêmes couleurs, excusez-moi. Bleu et jaune sont les sangles. Là, on essaye de respirer, et puis au bout d'un moment, on y arrive. Donc pour ceux qui dorment avec un ronfleur ou une ronfleuse et une apnéique, il y a une reprise inspiratoire qui est éveillante pour tout le monde, généralement. Et puis on va pouvoir enchaîner comme ça les cycles 5, 10, 15, 20, 40, 50 fois par heure. Hein, donc il y a des gens qui ont un enregistrement du début à la fin comme ça. On respire 4 fois, on s'arrête. Alors ce qui est retenu comme pathologique et anormal chez l'adulte, c'est 10 secondes. Mais il y a des gens qui font 2 minutes d'arrêt. Là, peu importe. Si juste de manière importante, c'est juste intéressant, il y a aussi des apnées qui ne sont pas obstructives, c'est-à-dire que parfois le cerveau dit « je ne déclenche pas la respiration ». C'est ce qu'on fait quand on dit « tiens, je m'arrête de respirer, je vais voir ce que ça donne ». Bon, là, il n'y a aucun danger, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de pression dans le thorax, donc il n'y a pas de la dangerosité que peut avoir une apnée. Donc là, on voit un arrêt de la respiration, mais sur les bandes des mouvements, on n'a pas de mouvement. Là, c'est ce qu'on appelle une apnémique, c'est-à-dire on démarre avec pas d'effort, et puis au bout d'un moment, on essaye de lever l'obstacle, mais avant de le lever, il va se passer un petit moment. Et puis là, une apnée donc obstructive. Peu importe. Alors, je ne vais pas montrer j'avais prévu des petites vidéos, mais en fait, c'est pas très... c'est un peu dégoûtant. Pas pour nous, mais...
surtout avant de manger. Mais en fait, c'était juste pour vous dire que depuis 2-3 ans maintenant, on fait un examen qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on fait un examen avec la fibroscopie, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais en essayant de se mettre dans des situations proches du sommeil normal des patients. Donc, ce qu'on appelle une endoscopie du sommeil. Donc, c'est une sédation, on prend les gens dans une salle un peu calme, et puis l'anesthésiste va envoyer un petit sédatif gentil, léger, tout doucement, à dose filée, et on va laisser les gens s'endormir, si possible dans leur position habituelle d'endormissement. Et puis, une fois on les surveille au niveau cardiaque, au niveau oxygénation, et pendant qu'ils dorment, dès qu'ils ronflent, qu'ils commencent à s'étouffer, on va regarder ce qui se passe, pour essayer de localiser le ou les endroits qui sont rétrécis. Donc ça, c'est intéressant parce qu'après, on va pouvoir du coup avoir une attitude un peu ciblée. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme prise en charge? Alors, le syndrome d'apnée, alors il est classé en fonction du nombre d'apnées par heure. Hein. Un syndrome d'apnée, c'est à partir de 5 apnées par heure chez l'adulte. Il est d'intensité légère jusqu'à 15, moyenne jusqu'à 30, et à partir de 30 apnées par heure, on dit que c'est sévère. Et le traitement de référence pour les apnées sévères, c'est la ventilation positive continue. C'est un système, c'est un compresseur qui va envoyer de l'air sous pression pour garder les parois écartées. C'est tout bête, donc c'est un masque, il y a différents types de masques, peu importe, avec un tuyau et un petit boîtier qui est sur la table de nuit, et donc ça va de manière soit à pression fixe, soit à pression variable, peu importe, envoyer de la pression. 5 minutes, ça va le faire. Ça, c'est quand on veut donc souffler dans le tuyau, on envoie de l'air pour éviter que les parois se collent. Après, on peut agir sur le contenu, on peut faire de la place. Donc là, on peut agir sur le nez, en fonction de ce qu'on a trouvé. On peut agir donc, en redressant les cloisons, en diminuant les cornets, c'est ce qui est gonflé dans les rhinites allergiques, par exemple. On peut faire de la place dans la gorge, en enlevant les amygdales, en enlevant une partie du voile du palais. On peut aussi enlever une partie de l'arrière de la langue, ça c'est assez récent. Donc vous savez qu'il y a la chirurgie robotique qui se développe pas mal. Un des axes de développement, c'est d'aller raboter une partie de la langue. Ça se passe, voilà, le chirurgien il a la tête dans le guidon, il est dans un écran 3D, et puis il manipule ce que va faire le robot dans la bouche du patient. On peut, au lieu d'enlever du contenu, on peut élargir le contenant. Donc on peut mettre des orthèses, ce sont des petites gouttières qu'on fait mettre par des dentistes spécialisés qui vont avancer un peu la mâchoire, donc avancer la langue pour ouvrir l'espace. On peut faire de la chirurgie maxillofaciale où on va découper un peu le maxillaire et puis on va ouvrir la boîte. Et puis il y a aussi maintenant un... Bon, après il faut manger à la paille pendant 3 semaines. Hein. Ça fait maigrir d'ailleurs, généralement c'est double effet qui se coule. Toute la chirurgie d'ailleurs ORL, généralement les maxillos, on maigrit un peu généralement, donc ça ne fait pas de mal dans ces cas-là. Dernier traitement en date, c'est un stimulateur, c'est une espèce de pacemaker en fait. Donc on a un petit boîtier là qui est sous la peau, hein, sur le thorax, avec une électrode qui est vers les côtes en fait, sur les muscles, qui va repérer les mouvements inspiratoires et l'inspiration, le déclenchement de l'inspiration. Et puis on a une petite électrode qui est branchée sur un nerf dans le cou, sous la mandibule. Et ce nerf, c'est celui qui va avancer la langue. Hein, donc on va, la nuit, donc les gens se branchent, clac, il déclenche avec une petite télécommande, on va élargir l'espace qui se referme dans les apnées. Ça marche très très bien, c'est réservé aux gens qui ont un syndrome sévère, qui ne supportent pas ou qui ont une inefficacité de la ventilation. C'est actuellement pas remboursé, mais ça va bientôt l'être. Chez l'enfant, ça existe beaucoup, les apnées du sommeil. J'aimerais bien réussir, voilà. Alors là, c'est pareil, c'est dommage qu'il n'y ait pas le son. C'est une vidéo qu'un papa m'avait amenée, me demandant si son enfant faisait des apnées. Il dit c'est un peu bizarre. Alors, bon, c'est dommage, là je vous le ferai bien. Il s'étouffe, hein, donc on entend, on va voir, le père il a compris tout de suite, hein, il regarde le ventre et on voit le balancement, là, il lutte avec son ventre, là, vous voyez, il est en train de... Il essaye, alors il a la tête un petit peu reculée, la bouche ouverte, et puis là il va se réveiller, et là son cerveau, hop, et voilà, c'est fini, là, il est réveillé. Ça, il y a beaucoup de gens qui le voient chez eux.
On reçoit parfois des vidéos, nous, sur notre mail. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Bon. L'apnée de l'enfant, c'est dramatique. Ils ont certes des soucis la nuit, mais ils ont des soucis la journée. Ce sont des enfants qui ont, comme nous, des soucis d'accord d'irritabilité, etc., mais ils ont des soucis d'apprentissage. Ils ont des soucis de croissance. L'hormone de croissance, elle est fabriquée la nuit et elle est sécrétée la nuit uniquement si le sommeil est bien structuré, donc s'il n'est pas fragmenté. Donc on a fréquemment des enfants qui vont avoir une cassure sur la courbe, hein, les courbes qu'on fait chez le pédiatre, chez le médecin traitant normalement, qu'il faudrait vraiment remplir régulièrement. On peut voir un gamin qui change de courbe, hein. Donc ça c'est important. Des choses qui sont toujours un peu surprenantes chez les parents, ils se demandent toujours pourquoi on leur pose ces questions. Donc l'enfant peut transpirer beaucoup la nuit, l'accumulation du gaz carbonique ça fait transpirer et ça agite le sommeil. Donc les enfants bougent beaucoup, ils sont trempés, les parents sont parfois obligés de les changer la nuit. Pipi au lit, c'est la même chose que chez les adultes, hein, mais on dit ouais, pipi au lit, 12 ans, bon, c'est comme son père, mais bon. Bruxisme, donc beaucoup d'enfants qui grincent des dents. Et puis donc la journée, des enfants qui ont des soucis scolaires, des soucis d'attention, des soucis de comportement, qu'on prend souvent pour des hyperactifs. Ce sont des enfants parfois qui sont sous Ritaline, vous savez, c'est le traitement pour calmer les hyperactifs. C'est hyperactif-like, on va dire. Les facteurs de risque sont aussi assez identifiés. Les enfants prématurés, les familles, toujours les enfants noirs, les enfants obèses, tout ce qui va donner l'inflammation, en particulier le tabac chez les enfants, et toutes les malformations, c'est une chose un peu à part. Alors, bon, ça c'est le plus sain, mais c'est pas très, hein, c'est juste ouvert la bouche, bon, c'est avant manger peut-être, mais juste pour vous montrer quand même l'aspect de ces enfants qui sont ce qu'on appelle des respirateurs buccaux. Ce sont des enfants qui au début ont le nez bouché en fait. Donc, ils respirent par la bouche. Alors, ce ne sont pas toujours des enfants qui ont l'air très vifs, et on les prend un petit peu souvent pour des idiots parce qu'ils sont agités. Souvent, comme ils ont des grosses végétations, ils ont aussi une otite séreuse pour ceux qui ont eu des enfants, donc ils ont une baisse de l'audition. Donc, ils n'entendent pas bien. Ils ont la bouche ouverte. Ils sont fatigués. Ou ils bougent partout, ça dépend des moments. Donc, vous les posez là, crac, après ils vont se lever, ils vont tout démonter. Et donc, c'est des têtes à claques souvent. Ils se font engueuler toute la journée. Ils sont mauvais à l'école. Et donc, il faut savoir les repérer parce qu'en fait, ce sont juste des enfants qui ne dorment pas bien. Et ce n'est vraiment pas de leur faute. Alors, ils ont des visages longs, on appelle ça des faces longues, parce qu'à force d'avoir le nez bouché, la partie haute du visage ne se développe pas et la mandibule se développe trop. Donc, la langue étant mal positionnée, elle vient stimuler la mandibule. Donc, des enfants qui vont avoir un visage qui grandit en longueur et qui ont des troubles de l'articule dentaire avec des palais qui sont très étroits. Vous voyez, ce petit-là, c'est pas du tout... c'est pas un lapin, hein, c'est un enfant. Hein. Donc on regarde les amygdales, hein, qui peuvent être jointives. Hein, ce sont les boules que vous avez au fond de la gorge, hein, pour ceux qui les ont encore. Et puis on peut voir les végétations, peu importe, avec la caméra. Alors, notion très importante que j'aimerais bien que vous gardiez. On a parlé d'apnée, bon c'est sévère et c'est dangereux, parce que l'enfant aussi il a un risque cardiovasculaire de faire de l'hypertension, de faire des troubles du rythme cardiaque et même de faire des morts subites dans les formes sévères. Mais l'enfant ronfleur, quand on dit ronfleur simple, oh mon enfant ronfle, ok, d'accord, mais c'est pas normal. Un enfant qui ronfle, c'est pas normal. Alors s'il ronfle parce qu'il est enrhumé, d'accord, ça c'est rien. Mais s'il ronfle tout le temps, régulièrement, plusieurs mois dans l'année, régulièrement, c'est pas normal. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'ils ont des troubles du comportement, qu'ils ont des baisses des apprentissages, des difficultés scolaires. Il y a plus de redoublement chez les ronfleurs que chez les autres. Ils ont des soucis, et ils ont aussi des soucis cardiaques. Alors, il y a deux types d'apnéiques enfants. Il y a les enfants qui ont des grosses amygdales, on va dire simplement. Il y a les enfants qui sont obèses. Et puis il y a les enfants qui ont des malformations. Donc c'est trois choses un peu différentes. Les idées reçues, on en parlera. Alors le traitement de l'apnée du sommeil de l'enfant, le premier traitement, c'est d'enlever les amygdales et les végétations. Il y a plein d'idées reçues sur ça. C'est des discussions qui sont drôles parfois, mais qui sont parfois un peu pathétiques. Donc parfois je me marque quand les gens me disent des choses, je me le marque. Et puis un jour je me suis dit tiens je vais faire une diapo, c'est rigolo. Donc souvent on entend mais non mon fils il est trop jeune, bon il n'est pas trop jeune pour s'étouffer mais il est trop jeune pour qu'on enlève les amygdales. Il est trop vieux, ouais parce qu'après il faut, je sais pas, ça fait partie du patrimoine familial, il faut garder les amygdales. Ça protège les bronches, alors ça c'est le grand truc. Donc il est prouvé au contraire hein, que même chez les asthmatiques, le fait d'enlever des amygdales qui sont grosses donc inflammatoires, ils vont avoir moins de soucis d'asthme et de bronches. Hein, donc ça ne protège absolument pas. C'est une des zones qui
dans lesquels se développent les anticorps quand on est enfant, mais tout petit, 1, 2, 3 ans. Mais à 10 ans, on n'a plus besoin, et à 30 ans, j'en parle même pas. Ça repousse, dans les amygdales, ça ne repousse pas. Tout va rentrer dans l'ordre à 6 ans, malheureusement. Les amygdales, ça repousse quand on ne les a pas enlevées correctement. Les végétations, ça peut repousser. On en reparlera. Ça attrape les infections. Oui, mais ça attrape les infections. C'est un filtre. C'est un filtre. Ouais. Pipioli, voilà, son père était pareil. Bon, ça, vous aviez compris. Vous avez vu que ça donne beaucoup de troubles de l'articulé dentaire, un problème d'orthodontie. Donc, les orthodontistes en voient beaucoup. Ils nous envoient beaucoup d'enfants parce qu'ils sont maintenant habitués à repérer ces enfants-là. Et puis, nous aussi, on leur envoie parce qu'on voit qu'ils ont des palais améliorés. Donc, n'attendez pas que votre enfant ou votre petit fils ou fille ait 12 ans, qu'il soit déjà bien, que la croissance soit terminée, que tout soit bien fixé, bien étroit, parce qu'après, ça sera trop tard. Tous les muscles de la langue et de la face du pharynx se ramollissent, et donc il faut restimuler ça par les orthophonistes ou les kinés spécialisés dans la face, qui s'appellent kinés maxillofaciaux. Je termine. Et juste, je vous ai mis 2 petites références de lecture qui sont assez sympas. Un livre de Michel Billard qui est quand même une référence dans le sommeil mondial. De l'art de bien dormir, c'est très grand public, c'est très intéressant, vraiment, vous y apprendrez plein de choses sur tout le sommeil, pas seulement sur les apnées. Et puis un livre plus rigolo, Faire dodo rend-il beau. C'est plein de petites questions, un peu saugrenues autour du sommeil, avec une réponse via une étude scientifique sérieuse. Voilà, c'est assez bien. Voilà, je vous remercie. J'espère que le 360 degrés était intéressant, puis les uns et les autres étaient complémentaires. En tout cas, pour moi, c'était très bien. Merci à tous et félicitations. Donc, peut-être quelques questions, puisque pour tenir l'engagement, il nous reste 5-7 minutes. Est-ce que. Ouais. Oui, bonjour. J'ai lu il y a quelques mois un livre que j'ai trouvé pas mal, Le 6e sommeil de Bernard Werber, qui est l'auteur des Fourmis de Yoga. Et donc j'ai 2 questions. D'une part, quelle est la pertinence scientifique de ce qui est mentionné là-dedans, si vous le connaissez? Non, pas du tout. Si vous ne le connaissez pas, bon, j'ai trouvé que c'était pas mal et je voulais savoir si c'était bien de votre point de vue. Et la deuxième question, il semble dire que certaines personnes, par des travaux un peu de type sur l'esprit, la méditation, sont capables de contrôler les niveaux de sommeil dans lesquels ils vont, que vous avez décrits. Est-ce que ça, c'est de la fiction, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont capables, avec l'esprit, de contrôler ça? Alors, bon, biologiquement, non. D'abord, il n'y a pas eu d'étude avec des polysomnographies, qui est l'examen du sommeil qui permet d'enregistrer véritablement le sommeil. On enregistre le cerveau. C'est uniquement cette activité cérébrale qui permet de déterminer les stades. Or, l'émergence de ces stades se fait en fonction de la synchronisation de différents noyaux, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des changements de fréquence. Ce sont ces changements de fréquence dans les ondes cérébrales que nous, on enregistre en polysomnographie. Mais ça, bon. Alors après, je ne suis pas la vérité divine, je ne suis pas le buisson ardent, ce n'est pas le commandement, c'est juste une remarque. C'est que, par rapport à ce dont est capable l'esprit sur le corps, on ne sait pas tout. Donc, être comme ça péremptoire, ok, d'emblée je dirais non, mais pourquoi pas, je n'en sais rien. Mais étude véritable là-dessus, on ne sait pas trop. L'exemple même, c'est Jean-Louis Etienne, c'est ça, c'est Jean-Louis Etienne, celui qui est parti au pôle Nord. Moi je me souviens quand j'étais étudiant, il avait fait une conférence vachement intéressante sur la méthode qu'il avait utilisée pour ne pas avoir d'engelure. C'était la méthode du biofeedback. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il sentait les engelures, il s'arrêtait, il se posait, il montait sa pente, il mettait un système avec des capteurs lumineux qui déclenchait, parce qu'évidemment, quand le sang passe, la lumière est diminuée, mais quand il n'y a plus de sang qui passe, la lumière repasse. Okay, donc le fait qu'il n'y ait plus de vascularisation, ça déclenchait un son. Et donc il se concentrait, il avait fait ça pas mal de temps avant dans un frigo avec l'armée, etc., jusqu'à faire disparaître le son, c'est-à-dire revasculariser. Or, il n'y a pas de contrôle nerveux au niveau distal du vasculaire. Donc, comment ça agit? Ce n'est pas une action neurologique directe, puisqu'il n'y a pas de nerf. Donc voilà, on pourrait parler des stigmates des seins. On sait très bien que ça n'a pas été cloué au niveau de la paume, c'était cloué au niveau du poignet. Mais ça veut dire qu'il y avait une nécrose qui se faisait, une nécrose parce qu'il y avait une diminution de la vascularisation, mais comment, par quel moyen, on ne sait pas. Donc, esprit et corps, je
Je pense qu'il faut quand même rester un petit peu, être à la fois scientifique, ok, de ce que l'on sait, mais aussi garder quand même une certaine réserve, pourquoi pas avoir, à explorer. Pour l'instant, on ne sait pas. Merci. Question? Est-ce que ce sont toutes les personnes qui font de l'apnée du sommeil? Non. Bien sûr, on peut être ronfleur simple, on va dire. En fait, entre le ronflement simple et l'apnée sévère, il y a un continuum. Et ça commence généralement par un ronflement. Alors on peut dire que on va dire, tous les apnéiques quasiment sont ronfleurs, mais tous les ronfleurs ne vont pas être apnéiques. Alors, chez les enfants, il faut se méfier parce que il y a des enfants qui ronflent très bruyamment, mais il y a des enfants, et là c'est assez typique dans la vidéo, c'est dommage que je n'ai pas le son, le ronflement il peut être vraiment très très faible. C'est pas l'intensité qui est importante. Mais pour, je pense, compléter votre question, si vous avez un ronfleur pas loin de chez vous, il faut l'encourager à aller se faire tester parce que par contre, on peut être apnéique sans s'en rendre compte, sans être somnolent, sans avoir eu d'accident de la route, sans avoir de problème cardiaque. Voilà. Et on peut découvrir, dans les recommandations internationales, les ronfleurs doivent être dépistés de l'apnée. Est-ce qu'on peut ne pas se réveiller d'une apnée à l'âge Ben, adulte? Alors, pas d'une. Enfin, disons qu'il y a des modifications cardiovasculaires pendant la nuit, bon, déjà de manière normale. Et chez les apnéiques, elles sont amplifiées, et donc il y a beaucoup d'infarctus, d'AVC qui vont arriver en deuxième partie de nuit, au moment où le système cardiovasculaire, pendant le sommeil paradoxal, est complètement erratique. Hein. Donc, enfin, ce n'est pas l'apnée elle-même, ça va être les complications cardiovasculaires liées à ce syndrome, donc des apnées répétées. On ne meurt pas asphyxié, quoi. Non. Mais par contre, pour le conjoint, souvent, il a l'impression que ça va arriver. Question? Moi, je voulais savoir si chez l'Internet, la micro-sieste était appliquée chez vous. Ah, chez nous, bah, le plus possible. Hein. C'est clair que dans nos locaux, on a un espace micro-sieste qu'on partage du coup au Square. Après, voilà, sur une journée de travail, on ne peut pas toujours se permettre de faire une micro-sieste, mais au maximum. Et puis parce qu'il faut aussi montrer l'exemple. Toutes les personnes avec qui on travaille, les stagiaires, voilà, tout le monde fait sa micro-sieste Bon, après, ils sont jeunes, ils se au couchent tard. maximum. Plus facile. Vous avez... Une question, est-ce que vous avez des entreprises, des difficultés nous, j'imagine que si on mettait ça en place, les gens lâchent. La première réaction de l'encadrement, ce serait de dire OK pour la sieste, mais il pas de Il y a pointeuse des horaires. Il y a pointeuse des horaires. Ah oui. C'est-à-dire, effectivement, ils ne peuvent pas le prendre sur le temps qu'ils ont accordé. Et donc, il faudrait du coup qu'ils partent plus tard en ayant fait une. Ça veut dire qu'il faut qu'ils prolongent leur journée pour pouvoir ça. Je suis pratiquement naturelle. Ouais. Pour On voit 8 quelque chose à se battre. minutes. 8 minutes. C'est possible que ça se fait par exemple à la cigarette. Ah, d'accord. Des patchs. D'accord, ok. Oui, c'est un peu. Après, c'est aussi tout un travail de discours et de sensibilisation dans le sens où c'est du temps investi de manière productive. Nous, on en est convaincus. Voilà, et Quels sont les arguments qu'on peut- et que plutôt que de lutter 2 heures. Ouais. Ouais. Juste, vous avez parlé du café qui a une incidence 6 heures après. Donc, le café du soir, là, avant d'aller se coucher, ça fait rien. En général, non. Ok. Donc, et on parle de mieux manger. Est-ce qu'il y a des aliments qui permettent de mieux dormir? Sauf si tu te réveilles en plein milieu de la nuit. Pour X raison, là tu peux avoir du mal à te rendormir par contre. Ah oui. Mais disons que l'absorption du C'était café... 5 heures, non? À peu près 5-6 heures. 6 heures après. D'accord. Après, l'alimentation, effectivement, ça c'est un truc qu'on utilise aussi beaucoup. Les protéines sont éveillantes. Les Les sucres, protéines sont réveillantes. les sucres sucrants sont hypnogènes, c'est-à-dire ils induisent plus facilement le sommeil. D'ailleurs, on se dort plus facilement. C'est pour ça, les pâtes le soir, voilà. Pas bon les pâtes le soir. Ben, pour dormir, oui, mais bon, pas pour conduire en tout cas. Il faut choisir. Messieurs, dames, une dernière question pour la route. Oui. Oui. Si on fait la grasse mat le dimanche, est-ce qu'on récupère, est-ce qu'on met les compteurs à zéro? Non, vous ne récupérerez jamais totalement une dette de sommeil. Vous la récupérerez en partie. Ok. Donc, il faut s'accorder ce temps-là, parce que c'est important. Là où il faut faire gaffe, c'est chez les ados.
Parce que chez les ados, ça va devenir une habitude, ils vont se mettre en décalage de phase. Et ça, faire attention parce que chez eux, en plus, le décalage de phase, le retard de phase est naturel à l'adolescence. Et en faisant la fête, les tablettes, les textos, parce qu'il y a 25%, je crois, dans une étude, de gamins qui répondent aux textos. 25 à 30 textos jusqu'à 25 à 30% jusqu'à 3-4 heures du matin. Ouais, 3-4 heures du matin. Donc, si vous leur permettez de façon trop fréquente ce genre de truc, pendant les vacances, évitez, quoi. Sauf au début. Mais après, il faut lui mettre quand même des règles plus strictes. Après, pour un adulte, effectivement. Mais il vaut mieux quand même consacrer du temps à dormir suffisamment en journée, en semaine, enfin en journée, dans la semaine, on va dire, plutôt que de laisser courir une dette chronique. C'est jamais beau, une dette chronique. Bien. Oui. Juste une dernière question par rapport à la récupération à la mi-journée, une micro-sieste. Est-ce que la position allongée est toujours préférable ou est-ce que ça sera identique d'être assis, incliné ou la posture idéale en fait? De vous endormir. Hein. Alors, je me demande si on s'endort toujours, excusez-moi, si on s'endort toujours en chaîne fusil le soir. L'endormissement, c'est un conditionnement. Donc, si d'habitude vous dormez en chaîne fusil, quand on vous dit maintenant tu vas dormir comme ça, vous ne dormirez pas. Hein. Enfin, personne s'est cassé la jambe. Si, bon, les premières nuits, on est comme ça, et qu'on a un peu l'habitude de dormir sur le dos, ben, on ne dort pas. Et puis au bout d'un moment, on y arrive. Hein. Après, c'est vrai que pour la sieste, souvent on nous dit de ne pas être en position allongée parce que le corps assimile ça à la nuit. Et que, du coup, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et que la sieste, la micro-sieste en tout cas, ça peut se pratiquer en position assise, ça peut se pratiquer en position semi-allongée. Nous, c'est ce qu'on... Nos fauteuils sont en position semi-allongée dans les cocons. Et que justement, être allongé, le corps assimile ça à la nuit et que ce n'est pas forcément bénéfique. Ouais. L'idéal, c'est qu'on se réveille en fait. Parce que moi, je fais plutôt des macro-siestes parce que je ne me réveille pas, parce que je suis une dormeuse. Mais on a tous l'image de Dali, on dit tous que Dali faisait sa sieste avec la cuillère et que quand la cuillère tombait, ça le réveillait. Ça, c'est sommeil flash. Ce sont des sommeils flash, c'est exact. C'est ça. Et moi, je me dis qu'effectivement, on s'endort allongé et du coup, si on ne réveille pas, on va dormir 2 heures. Mais vous avez un réveil pour ça. Ah oui, voilà. Mettez un réveil, 10 minutes, 15 minutes. Les dernières questions, pardon. Si lorsqu'on a de vraies insomnies la nuit, pour récupérer avec des micro-siestes la journée, est-ce que la sieste c'est vraiment après le repas ou ça peut être à un autre moment de la journée, 10h, 17h, quelle que soit l'heure, c'est obligatoirement après le repas? Je parle bien quand on ne dort pas très bien la nuit. Hein. Vraiment récupérer. Alors toutes les insomnies sont de vraies insomnies. D'accord. Mais il n'y a pas d'insomnie qui soit définitive ou naturelle. Ça n'existe pas. C'est toujours cognitivo-comportemental. C'est-à-dire c'est une interpénétration étroite entre ce que vous percevez et votre réaction par rapport à ce que vous percevez. Okay. Donc il faut remettre en place surtout des règles d'hygiène du sommeil. Alors après, si vous trouvez naturel de vous réveiller à 3h du matin, moi j'ai eu des patientes comme ça, puis je devais, bon, je vais aller faire le repassage, je vais aller faire la cuisine pour demain. Non, ça, au secours, quoi. On n'est pas des vampires, la nuit on est là pour dormir. Point. Donc, si vous voulez, ces insomnies doivent se résoudre si elles entraînent un inconfort. Mais en général, lorsqu'on les qualifie ainsi, c'est parce que c'est une douleur pour la personne, parce qu'elle vit mal, parce que sa journée n'est pas de qualité, etc., etc. Donc ça se règle. Le pis-aller, c'est effectivement les siestes. Il n'y a pas d'heure pour les siestes. Comme je vous ai montré, en fait, pour ces sommeils flash, etc., donc, tout au long de la journée, on peut le faire. Vous parliez des navigateurs, c'est Tiberge qui a travaillé avec Laurent Bourdieu là-dessus. C'est ensuite son élève, Bertrand de la Giclée, qui a beaucoup travaillé, qui continue à travailler dessus. Mais ce sont des apprentissages de sommeil différents, jusqu'à des sommeils fractionnés. L'exemple historique, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci dormait en sommeil fractionné par tranche d'1h30. Et il ne faisait jamais de nuit complète. Vous voyez ? Mais une insomnie, ce n'est pas naturel. Ça se corrige toujours. Et le pis-aller, c'est en attendant que ce soit réglé. Non, mais après, pour compléter, faire des siestes en fin d'après-midi, ça va être compliqué de vous endormir après. Ça dépend s'il se couche à 1h. Non, mais... En tout cas, finir sur Léonard de Vinci, ça me va bien. Donc, je vous remercie pour cette conférence, d'avoir participé. Juste un gros scoop, la prochaine conférence, c'est le 5 octobre. On a un gros scoop design qui va tomber. Si jamais ça vous intéresse, réservez votre date parce que ne s'attendez pas, c'est juste extraordinaire. Je ne dirai pas qui c'est, mais vous le saurez très bientôt. Voilà, merci à vous tous. Merci.